Conscience d'un monde parallèle de Guy Roger. Deuxième épisode. Dans le premier épisode, Guido se réveille et baigne d'émerveillement dans la nature qui l'entoure. Il rencontre Miro, le vieil homme, qui révèle avoir des connaissances sur le monde d'où arrive Guido. Il promet d'en parler plus tard. À la suite d'une balade dans la nature, Guido va chez ses amis Victor et Élise et décide de leur voyage pour assister au partage de la curiosité. L'univers de la forêt. Nous déambulâmes le pas constant vers la forêt. Quand là, immédiatement à la lisière du bois, Victor attira mon attention sur une espèce d'arbuste aux nombreuses fleurs bleues d'une beauté extraordinaire. Nous nous sommes assis sur l'herbe pour mieux l'admirer, et avec une certaine légèreté, je lui demandai « Pourquoi ne pas prendre une branche et le montrer à Jeff demain ?» Mais Victor me dit « Je prendrai seulement la fleur qui est tombée par terre pour Jeff. Tu sais, les plantes sont vivantes et doivent consentir à l'action que tu entreprends envers elles. Le monde de la nature ne dévoile pas ses secrets si facilement. Il peut aussi bien être hostile à une agitation envahissante que l'on pourrait interpréter comme bénéfique. Intuitivement, depuis toujours, je le pressentais. C'est Jeff qui attira mon attention sur ma compréhension innée des choses de la nature. Depuis mon jeune âge, il a pris l'engagement d'être mon tuteur afin de m'enseigner ce qu'il savait sur les plantes de la forêt. Il me racontait ce que je ressentais déjà. Puis, tout s'affinait de mieux en mieux au fil du temps. Depuis bien avant nos arrière-grands-parents, nous utilisions les plantes pour nous garder en bonne santé. Elles sont là pour nous assister. Leur existence dépend de notre bienveillance et nous dépendons d'elles pour connaître la beauté de la vie. L'harmonie de la nature dépend de l'action de tous, car chacun fait partie du tout et l'ensemble est un seul et même système. Ainsi, le consentement amène l'harmonie et les deux mondes entrent en communion pour dévoiler leurs secrets les plus intimes. Les plantes nous disent comment les mélanger et quand les absorber. Ce sont les sécrétions que leurs cellules produisent qui réagissent avec les cellules de notre corps pour que le principe actif reste à son apogée. Ce sont les ADN qui transmettent les codes et identifient les besoins. Ainsi se met en place le mariage d'amour dans les sphères de la microbiologie, où tout s'harmonise dans un seul ordre mathématique. En me parlant de ce monde invisible, ma curiosité se montra. Je lui demandai comment une telle information peut arriver à notre connaissance. Victor prit alors une autre posture pour se sentir plus à l'aise et me dit « Dans l'univers, pour l'esprit qui se déplace en particules d'énergie, il n'y a pas d'infiniment petit ou d'infiniment grand. Tout baigne dans une seule et même vibration.
toutes les particules étant connectées entre elles. Cela se passe aussi ici, de la même façon. Mais nos yeux peuvent seulement voir le produit qui est manifesté de ce tout. Des collisions se produisent constamment dans le magma atomique de l'univers, produisant des agglutinements d'atomes qui prennent alors des formes compactes. C'est avec cette matière que nous interagissons dans nos relations avec les formes autour de nous. Ces formes palpables détectées par nos sens. Cependant, ici, nous avons appris que la matière n'est pas ce que nos yeux interprètent. Au-delà de nos sens physiques, il y a une dimension qui agit constamment à tout garder dans l'harmonie. Toutes formes naissent, puis disparaissent. Un état de fait que souvent nous avons tendance à ne pas accepter. Cela vient du fait que nous leur donnons de l'intérêt, celui de fabriquer des conclusions et exploiter le bien-être que cela procure. Mais la satisfaction que cela nous apporte est basée sur la dépendance d'une stabilité. L'attente que nous avons de celle-ci nous envahit d'angoisse. Les formes qui nous entourent ne cessent de subir des changements. Elles se désagrègent et ne peuvent être fiables pour créer la paix de l'esprit. Nous avons cette tendance à nous attacher à leur beauté pour ne pas être suspendus à un vide sans rien à nous retenir. Si nous lâchons prise avec la forme que nous avons interprétée être fiable, nous nous apercevons que l'idéal que nous avions en tête ne nous procure pas la stabilité. Derrière la manifestation de la beauté, il y a un mouvement bien plus réel, d'une nature permanente et créatrice, l'essence même de la perfection. Cette constante derrière la forme est une réalité immuable. Mais nos yeux interprètent ce monde inconnu à travers l'imagination qui se projette de nos propres désirs. Cependant, si le regard ne fait aucune analyse, c'est la perception de la beauté elle-même qui est à l'œuvre. Inquisitif, je lui dis « Attends, tu es en train de me dire que ce que je vois n'est rien d'autre que la surface d'un grand océan dont les vagues sont la seule évidence? Ainsi, ne comprendrais-je rien à ce qu'est l'océan lui-même dans toute sa profondeur? » Oui, c'est un peu comme ça, me dit-il. Puis, il continua ainsi. Pour percevoir à travers les yeux du Créateur de beauté, au-delà de toutes les connaissances que nous pouvons avoir, au-delà de tout point de vue imaginé, il y a lieu de se déconnecter de la fréquence qui voile les faits. Je fais allusion à l'activité de la pensée qui surgit du désir, de nos attentes, à vouloir maîtriser l'ignorance et l'incertitude que cela implique. Des sages éveillés ont donné quelques indications à leur descendance, un signe, une note sur laquelle jouer. Mais, obnubilés par les divergences que créent les esprits et étant assujettis à la mémoire de l'histoire des existences, des parasites se sont installés et ont rendu la clarté de l'information trompeuse. Trop peu ont gardé leur esprit dans la clarté et beaucoup ont été pris dans le brouillard de leur connaissance. C'est cette confusion qui a donné à l'esprit humain l'envie de fabriquer un refuge pour se distraire de la douleur et de son ignorance. Le destin n'ayant pu être apaisé, alors la nature, dans sa grande bonté, a pris cette tâche, à savoir celle de se confier à l'homme dans le plus grand secret du silence. Elle dévoile ses remèdes et nous fait passer vers d'autres dimensions. Cela fut utilisé pendant bien des générations comme une mise en condition, un avant-goût, à travers le cannabis et aussi... Il pointa son doigt pour que ma vue se dirige vers l'autre côté du sentier, où se trouvaient des lianes entrelacées aux feuilles de couleur vert foncé sur l'une des faces, et de l'autre un vert plus clair.
Il continua en disant: Tu vois là, c'est de l'ayahuasca. Leurs lianes sont de la famille des Banisteriopsis, dont l'écorce sert principalement à la composition d'un breuvage qui peut se mélanger à d'autres plantes hallucinogènes, comme le psychotria, le viridris, le Phalariza ranunginacea. En ingurgitant le breuvage, une dimension se matérialise à la perception de l'homme et l'éclaire à la réalité de ce qu'il est. La concoction de ces plantes a une grande vertu, celle de dégager les agrégats dans la circulation du système des réseaux neuronaux. Alors, une certaine clarté de l'indissociable tout peut être amenée à la perception. Il fit une pause pour observer le vol majestueux d'un papang qui vint se poser juste en face de nous, sur la branche sèche d'un jacquier, comme pour se donner en spectacle. Nous pûmes admirer la beauté de son plumage et ses yeux perçants. Puis, sans avertissement, il est reparti, dans une majesté de grande envergure. Ce qui est grandiose, c'est que l'éclat de son plumage vient de l'essence de la beauté qui anime aussi nos cœurs. Oui, je vois bien, c'est la manifestation de l'invisible à travers toutes ses formes. Mais je revins sur notre discussion et je lui demandai: l'ayahuasca est-elle encore utilisée maintenant? Oh, oui, elle est encore utilisée, mais aujourd'hui, ce n'est que pour une cause médicale qui veut garder les dendrites du système neuronal, dégagés de toute cristallisation de mémoire passée. Car, vois-tu, ce sont les mémoires de nos blessures psychologiques d'hier que l'on rumine au-delà du présent, qui obstruent la clarté de la perception de ce qui est réel et qui, elle, demeure éternellement immuable. Il se trouve que notre perception de la vie n'est plus aujourd'hui celle du type archaïque, racontée à travers les traces ethnologiques et anthropologiques de nos aïeux. Depuis l'effondrement de la civilisation de nos très lointains ancêtres, nos nouvelles générations ont compris qu'il n'y a en soi aucun but à atteindre, ni de commencement, ni de fin. Il n'y a qu'un processus qui ne tient pas compte du passé ni du futur, mais d'un présent éternel. Dans l'absolu, il n'existe que la perception déployée de la réalité, de ce qui est dans le moment présent. En dehors de tout cela, les yeux ne voient qu'à travers la projection de concepts et de croyances idéalisées. C'est le monde de la pensée et celui du temps. Rien de solide. L'effet de l'ayahuasca et de tous les autres hallucinogènes sont eux-mêmes de pâles révélateurs des phénomènes de la conscience. Leur côté inadéquat empêche de révéler la réalité de son état authentique. Celui qui en fait l'expérience reste confus, car le tout ne se révèle pas entièrement, mais par fragments. Sans exclure leurs bienfaits thérapeutiques et la capacité qu'elles donnent pour s'avancer devant les portes de l'intemporel, il y a un grand danger à les utiliser à outrance. Non seulement elles peuvent entraîner des chocs psychologiques en agissant de force sur les schémas De nos comportements cristallisés, mais elles peuvent aussi créer de la dépendance à l'apport artificiel d'endorphines qui déjà est sécrété naturellement pour le bon équilibre du système nerveux. l'absorption démesurée de ces plantes influera sur le travail de la glande endocrine. Et alors aura tendance à se tarir. Par ailleurs, l'addiction donne l'illusion de côtoyer le sens de la réalité,
Mais ce que la pensée va décrypter, la mémoire l'a déjà enregistré. Mais cela n'a rien à voir avec les faits réels. Beaucoup se sont égarés dans cette dépendance psychologique qui prolonge le désir de rencontrer l'indisible bien-être, rendant cette voie sans issue. Aussi se répète la recherche de bonnes sensations qui ne sont que les souvenirs laissés sur son parcours et que la pensée propose comme des désirs à satisfaire. Mais, en contrepartie, et à long terme, elles amoindrissent la sensibilité du système nerveux. Aujourd'hui, pour la plupart ici, la perception que nous avons est naturellement présente, dans une vivacité toujours naissante, qui se construit avec l'expansion de l'univers. La glande qui sécrète la diméthyltryptamine est ici à maturité dans la plupart des cerveaux. Étonné de ce mot compliqué, je lui demandai « Comment as-tu dit ? C'est quoi ? Diméthyltryptamine, DMT pour abréger. C'est le nom de la substance qui est produite par la glande pinéale dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Cette substance hormonale qui est produite existe aussi dans ces plantes en question et fait l'effet d'un éther qui dégage la tuyauterie des dendrites du système nerveux et facilite la circulation de l'information énergétique. Les attachements à la mémoire des moments dramatiques, comme celle des moments de plaisir, sont les sédiments qui obstruent les couloirs du système neuronal et atténuent la fluidité de l'énergie. Pour que celle-ci, qui relie le tout et soit libre de se manifester, l'activité vers l'idéal doit se réveiller de sa funeste illusion. Il y a du bon sens à laisser l'esprit s'adonner à ne rien faire et à être silencieux. Cela afin que lorsque surviennent les changements dans les schémas transformés par l'énergie, vient aussi la fraîcheur vivace de l'existence qui, inexorablement, se lève comme l'aurore. cette non-résistance facilite l'observation des habituels comportements. Celles-ci peuvent alors être transformées, car l'esprit est animé d'intelligence. Mais l'affairement qui joue le rôle de la résistance se substitue à l'être authentique qui acte à travers l'illusion. Si bien que toute l'activité est celle de garder le contrôle pour ne pas être emporté par le vent sauvage de la liberté. Cette énergie qui a toujours été là, au présent, est la seule vérité qui existe. Le raisonnement de la pensée l'a toujours simplement transformé à être conforme à ce qu'il connaît. Aucun élément dans l'univers ne peut souiller cette paix qu'il y a quand cesse le brouhaha de la pensée, c'est-à-dire ses raisonnements et ses courses au bonheur. Il n'y a plus la dualité entre ce qui est et ce qui devrait être. Le regard est libre de toute comparaison, laissant ainsi la place à la réalité. C'est une perception éternellement neuve. Elle crée l'ordre et la clarté, constamment en mouvement. Elle n'a pas la moindre indulgence sur l'état de celui qui s'accroche à son passé. Tout se passe maintenant. C'est là la seule vérité, la seule perception. Le reste n'est qu'invention. Oui, bien sûr, lui dis-je. Ce que tu dis est tellement logique. La vie serait invivable s'il n'y avait pas cette perception claire. Car dans l'éparpillement fragmenté de l'information que nous fournit la pensée, la division s'installe. Tout devient un système confus et mystérieux dans lequel l'esprit se perd dans le néant de l'imagination en essayant de restituer la réalité dans son ensemble. Voilà donc le maître qui s'installe, offrant du rêve et de l'illusion. Après m'avoir lancé un sourire d'approbation, Victor se leva, fit 2 pas et cueillit quelques feuilles sur un buisson qu'il me donna pour être rangées dans le sac. Nous passâmes un bon moment à cueillir ici et là des feuilles, des écorces, à ramasser des graines, et à chaque événement, Victor me fit l'ébauche de leur utilité. Le sac était rempli lorsque nous étions à nouveau sur le chemin du retour. Mais
Avant de reprendre le sentier, nous dégustâmes le morceau de gâteau qu'Élise nous avait glissé dans le sac. Conscience d'un monde parallèle, à suivre dans l'épisode 3.